L'homme et l'animal, une relation qui interroge depuis le début de l'humanité. Animaux domestiques, d'élevage ou encore espèces exotiques, tous ne connaissent pas le même destin, mais la question de leur bien-être s'impose chaque jour un peu plus au cœur de la société. Une évolution qui pousse les responsables politiques, les industriels de l'alimentaire ou encore les nombreux parcs animaliers des Pays de la Loire à se réinventer, souvent sous la pression d'associations de défense de la cause animale. Dans ce numéro d'Enquête de région, nous verrons comment certaines de ces structures se transforment progressivement en sanctuaires. Nous poserons également la question de l'avenir des delphinariums, dont le gouvernement a annoncé la fermeture prochaine. Et puis, comment lutter contre la maltraitance animale chez les particuliers et dans certains élevages. Vous le verrez, des associations combattent le phénomène, même si beaucoup de travail reste encore à faire. Enquête de région des animaux et des hommes, c'est parti. Direction le zoo de la Flèche, dans la Sarthe, près du Mans, théâtre de la célèbre émission de France 4, Une saison au zoo. Un zoo souvent cité en exemple, avec un bien-être animal pris en compte à chaque instant de la vie de ses pensionnaires. Regardez. « 20 ans que Cyril Hu arpente les allées du zoo de la Flèche. Ici, le vétérinaire est le garant du bien-être des 1500 animaux présents sur le parc, des plus petits aux plus imposants, comme Bis et Bali, deux rhinocéros indiens. On les appelle les pachydermes parce que vous voyez qu'ils ont une peau épaisse. Pachyderme, ça veut dire peau épaisse. Mais même si la peau est très épaisse, en fait, elle est très sensible. Il apprécie, puis nous aussi, on aime bien faire des papouilles à nos animaux. Mais ça permet aussi de tisser un lien de confiance. Et ça, c'est la base du travail. À la disposition des deux pachydermes, un bâtiment de 400 mètres carrés. Ils y passent toute leur nuit et peuvent choisir d'y rester la journée, autant qu'ils le souhaitent. Donc on a réfléchi à la nature du sol, on a réfléchi à l'organisation des box, et puis aussi à ce dont ils auraient besoin. Donc notamment, il y a une piscine ici à l'intérieur. Pour s'assurer de la bonne santé de Bis et Bali, pouvoir effectuer les gestes médicaux nécessaires, c'est un entraînement quotidien. L'entraînement médical, ça permet de soigner tous les jours. S'il y a une petite plaie, une petite écorchure, de nettoyer le petit bobo. Pour faire par exemple une prise de sang au niveau des oreilles ici. Et l'idée, c'est que quand je touche les oreilles, lui, il reste là évidemment, qu'il ne parte pas à l'autre bout du box. Sur la plaine asiatique, les rhinocéros côtoient deux espèces d'antilopes. Tu m'entends, Cyril ? Ouais. Juste pour savoir où vous en êtes, savoir si j'ai le temps de prendre un truc à moi ou pas. On est en train d'arriver là. Ok. À l'autre bout du parc de 18 hectares, l'ours polaire Aaron, 4 ans, 2,50 m et 750 kg. Lui aussi fait l'objet d'attention quotidienne. L'entraînement permet de contrôler facilement la santé de cet animal dangereux, sans avoir recours à des anesthésies superflues et risquées. Ici, cette petite plaque, elle s'enlève. On vient mettre un petit espace grillagé à l'intérieur duquel Aaron glisse sa patte. Et nous, on peut intervenir en toute sécurité ici. Même chose ici, Aaron vient glisser sa tête et on peut à ce moment-là donc contrôler ses yeux et ses dents. Contrairement aux idées reçues, pas besoin d'un froid polaire pour que ces ours se sentent bien. Chez nous, un climat tempéré, c'est tout à fait acceptable parce que, et ça les gens l'ignorent, mais au nord du Canada, l'été, en baie d'Hudson, où il y a des ours polaires, il fait 25 degrés. Et bien ici, c'est la même chose. Ils arrivent tout à fait à réguler leur température comme nous, en fonction des conditions climatiques. Des avocats, des petites friandises qu'on disperse comme ça un peu partout dans l'enclos. Et puis ça permet de le stimuler. Pour Cyril Hu, impossible de comparer la vie d'un ours polaire né à la Flèche avec ce que vivent ses congénères dans le Grand Nord canadien. Un ours ici, il aura toujours à manger, il sera toujours bien soigné, il n'aura pas de conflit, il vivra bien. Un ours dans la nature, ça ne va pas être le cas. Ce qui a du sens, c'est de se dire, ici, ces animaux sont depuis des générations sous notre responsabilité. Année après année, évidemment, les parcs évoluent et effectivement, en toujours prenant en considération ce bien-être animal comme une valeur centrale, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne peut rien faire si on ne respecte pas cette valeur centrale. On ne peut pas faire d'éducation, on ne peut pas faire de conservation si effectivement le bien-être animal n'est pas au cœur de notre métier.
alerter sur la disparition progressive de certaines espèces et les faire connaître au public. Voilà désormais les missions que se donnent les parcs zoologiques. Comme le zoo de la Flèche, c'est l'une des vitrines des parcs animaliers français. Le bioparc de Douai-la-Fontaine, à côté de Saumur, où nous nous trouvons. Un parc actuellement fermé au public en raison de la crise sanitaire, mais qui accueille en temps normal 240 000 visiteurs par an. François Gay, bonjour. Bonjour Mathieu. Merci de nous accueillir ici. Vous êtes le directeur de ce parc. Votre philosophie à vous, c'est de mettre un minimum de grillage, de barrières. C'est possible de restituer tant bien que mal l'environnement naturel des animaux ici au cœur du Maine-et-Loire? Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de connaître les besoins de ces animaux pour pouvoir y répondre. Et depuis plus de 60 ans maintenant, le bioparc a énormément appris aux côtés de ces animaux, a échangé également avec nos collègues à travers toute l'Europe pour offrir les conditions optimales de vie, en leur offrant des espaces avec la juste échelle de territoire, en leur offrant des zones ensoleillées, des zones à l'ombre, de l'humidité, des zones de repli. Et ce sont bien des espaces de vie qui leur permettent de s'épanouir et de vieillir, de s'accoupler dans les meilleures conditions pour nous offrir le spectacle de la nature, celui qui nous touche chaque jour. Alors parmi les 1400 animaux ici présents dans votre parc, une majorité d'oiseaux. Vous avez la plus grande volière d'Europe et vous êtes le seul zoo de France labellisé refuge LPO. Votre but, l'un de vos buts à terme, c'est de les relâcher dans la nature? Alors il y a certaines espèces qui peuvent être relâchées, en effet, les oiseaux, nous le faisons depuis plusieurs années, comme les vautours fauves, les vautours moines, ou encore les ibis chauves que nous réintroduisons avec succès. Un partenariat mené avec la LPO depuis une quarantaine d'années pour les réintroduire dans le sud de la France. Pour l'ibis chauve, c'est un projet plus récent. Mon père réintroduit en Andalousie avec les autorités locales cet oiseau qui avait totalement disparu. Donc oui, la réintroduction, c'est toujours notre rêve. Nous avons pu la réaliser avec certaines espèces, mais c'est malgré tout la cerise sur le gâteau. La véritable conservation des espèces menacées ne passe pas forcément par la case réintroduction, qui demande beaucoup de temps, qui demande beaucoup d'argent. Le plus efficace, et ce que nous avons appris ces dernières décennies, c'est d'aider les populations humaines dans les pays d'origine où vivent ces animaux à mieux vivre, à trouver leur équilibre pour ensuite gérer de façon plus durable leur écosystème. Et à partir de là, la nature est une matrice exceptionnelle et les populations résiduelles de ces espèces menacées se redéploient d'elles-mêmes. Ça, c'est la conservation des espèces in situ dans les pays d'origine de ces animaux. Vous financez des projets là-bas? Oui, le bioparc, depuis 2001, depuis 20 ans, finance des projets à travers le monde. Dans les pays où sont originaires ces animaux, ces espèces menacées. Et on a donc mené de grandes batailles et de belles victoires auprès de ces animaux en travaillant aux côtés des peuples du monde. Par exemple, la protection du dernier troupeau de girafes qui vit en Afrique de l'Ouest, au Niger. Elles étaient moins de 50 à vivre en totale liberté en 2001. Et grâce à notre soutien et au suivi de ce projet, la population de girafes est passée à plus de 650 individus. François Gay, les associations abolitionnistes qui militent pour la fermeture pure et simple des zoos vous reprochent en quelque sorte de vous acheter une conscience en finançant des projets dans les pays d'origine des animaux. Que leur répondez-vous? Alors c'est une interprétation très simpliste de ce que nous faisons depuis des décennies. Nous sommes des professionnels de la conservation des espèces menacées, qu'elles soient ex situ dans nos établissements, avec le suivi de ces populations, avec un grand professionnalisme, avec la sensibilisation de nos publics à ces causes environnementales. Et nous sommes aussi des professionnels de la conservation in situ, comme on vient d'en parler, dans les pays d'origine, auprès de ces populations menacées. Ce n'est pas s'acheter une conscience, ça fait partie de notre travail quotidien. On y pense du matin au soir, 7 jours sur 7. Nous sommes aussi des éleveurs et nous avons acquis des compétences qui sont utiles à la préservation de ces espèces dans la nature. Nous travaillons en réseau, nous ne travaillons pas seuls, avec de nombreuses ONG qui travaillent sur le terrain et qui savent que l'expérience des parcs zoologiques, notre soutien financier, mais également sur des parties plus humanitaires, permet ces grandes avancées, ces grandes victoires. Merci François Gay.
Et parmi les espèces menacées d'extinction qui viennent d'arriver récemment dans le parc, une femelle rhinocéros asina arrivée en provenance d'un zoo d'Angleterre. Regardez, nous avons suivi son arrivée et ce qu'on pourrait appeler son sas de décompression. Ça, c'est Asina, c'est notre dernière femelle rhinocéros noire qui est arrivée il y a quelques jours d'Angleterre. Un transfert programmé voilà plus d'1 an. Mais l'épidémie de Covid-19 et la grippe aviaire en ont retardé l'échéance. Le voyage d'Asina a finalement pu s'effectuer par camion, tout juste avant le reconfinement de l'Angleterre et l'entrée en vigueur du Brexit. On voyait la fin d'année arriver et effectivement, on avait tous cette crainte, entre guillemets, de l'arrivée du Brexit. Donc on savait qu'à la fin de l'année, les transferts pourraient toujours se faire, mais seraient plus compliqués puisque l'Angleterre sortant de l'Union européenne. Depuis qu'elle a quitté son zoo d'origine, la jeune femelle de 3 ans et demi se repose dans son nouveau bâtiment et se familiarise avec les soigneurs, en attendant de prendre ses marques. Ça va, elle était très stressée au début, là elle est bien apaisée, elle commence à bien se calmer. Donc la semaine prochaine on la présentera à l'autre femelle, ça risque aussi de beaucoup l'aider. Avec l'arrivée de cette deuxième femelle, le parc zoologique espère obtenir une naissance en captivité. Un événement rare pour cette espèce classée en danger critique d'extinction. En Afrique de l'Est, le rhinocéros noir est victime du braconnage, pour sa corne très recherchée. En 2005, au point le plus bas, il restait 350 individus. Grâce à la protection dont ils bénéficient dans leur pays d'origine, c'est remonté au-dessus de 500 individus aujourd'hui. Mais les quelques rhinocéros noirs qui naissent en captivité maintenant sont relâchés dans la nature et on espère pouvoir participer à ce genre d'action, comme on participe déjà à des actions de conservation dans leur pays d'origine. Quand elle aura davantage pris confiance, Asina pourra explorer à son tour son environnement extérieur et trouver sa place aux côtés des 2 autres pensionnaires du bioparc. Et pour mieux connaître ces 140 espèces présentes ici au bioparc de Douai-la-Fontaine, on retrouve Rudy Wedlarski. Bonjour. Bonjour, bienvenue au bioparc. Merci, vous êtes l'un des 2 vétérinaires de ce bioparc. Première question, comment se porte votre femelle rhinocéros asina ? Alors Asina, notre femelle, effectivement jeune femelle, est arrivée il y a quelques semaines d'Angleterre. Elle se porte bien. Elle est, je pense, depuis quelque temps dans une phase d'adaptation, puisque bien sûr tout est nouveau pour elle. Elle découvre un nouvel enclos, des nouveaux congénères, bien sûr des nouveaux soigneurs, donc avec des interactions un peu différentes. Mais je pense qu'on peut dire que ça se passe assez bien pour elle. Vous proposez ici au bioparc de Douai-la-Fontaine aux visiteurs de se transformer en soigneurs d'un jour. Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. Effectivement, ce sont des visites un peu privilèges où on propose en général à une personne, parfois un couple éventuellement accompagné d'un enfant, mais donc quelque chose qui se veut réduit en nombre pour avoir cet instant vraiment particulier, où le visiteur va pouvoir partager une demi-journée avec un de nos soigneurs animaliers, donc quelqu'un qui travaille au quotidien avec les animaux, qui sur ces autres journées sera soigneur, et qui connaît donc bien comment fonctionne le parc, ses animaux, ses histoires, etc. Vous allez avec lui découvrir le parc, comment il fonctionne, vous irez en coulisses, rencontrer aussi les gens qui travaillent dans le parc, comprendre un petit peu leur motivation, leur passion, et puis un petit peu, je pense, cet effet waouh qui va être un peu plus important puisque vous allez être un peu plus proche de tout ça et de tout ce qui fait la vie du parc. Pour préserver le bien-être animal, il existe une technique de soin, le medical training, qui consiste à soigner les animaux sans les capturer, presque en gagnant leur confiance. Est-ce que ça marche avec tous les animaux ? Alors ça peut marcher avec beaucoup d'animaux. Quand on veut faire ça, effectivement, c'est d'abord dans un but du bien-être animal, puisqu'on travaille avec des animaux sauvages, et le moindre examen est rendu plus compliqué par le côté sauvage de cet animal. Donc ça nécessiterait soit des contentions, des captures physiques, soit les captures par télanesthésie. Donc quand on peut effectivement, par différentes techniques comme celle du medical training, ne pas stresser l'animal, ne pas être trop invasif, c'est effectivement bénéfique pour tout le monde, en particulier pour l'animal. Le but étant toujours d'adapter ce que vous voulez faire à ce que vous voulez obtenir, et puis bien sûr se laisser du temps. L'animal de toute façon décidera toujours si lui veut finalement participer à ce que vous lui proposez. C'est bien sûr quelque chose qui est basé sous une forme de récompense, puisqu'on va donner à l'animal par exemple le plus souvent un aliment qu'il aime bien et qu'il n'a pas forcément dans sa ration. Donc lui, il faut qu'il y trouve une forme d'intérêt. S'il a envie de venir comme ça répondre à ce qu'on lui demande, c'est parfait. Et ça nous permet, nous, comme ça, d'avoir des diagnostics plus précis au quotidien
et de suivre au mieux la santé de nos animaux. En mai dernier, 2 femelles guépards sont mortes ici, à Douai-la-Fontaine, après avoir ingurgité un traitement antiparasitaire que vous leur aviez donné, du vermifuge. Une association, Code Animal, qui milite pour la fermeture des eaux, met leur mort sur le compte d'un stress lié à un manque d'espace. Est-ce une explication plausible, selon vous ? Alors c'est une explication qui n'est pas recevable, même si j'entends bien que ça sert bien l'intérêt des gens qui veulent faire des raccourcis. C'est un peu dommage puisqu'on avait discuté du sujet aussi avec eux à leur demande. C'est ce qu'on appelle un effet indésirable du médicament, ce qui est évidemment toujours difficile puisque ce sont des traitements qu'on maîtrise, qu'on utilise fréquemment, y compris chez les guépards. C'est le 4e cas au monde qui est arrivé sur des centaines et des centaines de cas répertoriés, donc c'était un petit peu difficile pour nous, mais ça peut arriver. Vos animaux ne sont pas stressés ici ? Alors, non, c'est pas le but justement. Le but pour nous, c'est déjà que les animaux se sentent bien. D'abord parce que comme tout le monde, on est attaché à nos animaux, parce qu'on les présente au public et parce que notre but à nous, c'est justement de préserver les animaux, de préserver leur santé, leur bien-être, et puis après de faire qu'ils se reproduisent dans un but de conservation générale. Donc évidemment que nos animaux ne sont pas stressés. C'est le but aussi, on est 2 vétérinaires sur le parc, c'est aussi notre but à nous, comme tous les soigneurs qui les accompagnent. Donc je peux comprendre l'idée première. C'est dommage par contre de falsifier les conclusions. Merci Rudy. Merci à vous. On a quitté les rhinocéros pour nous intéresser aux dauphins, ici, au delphinarium Planète Sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes. Il y a 2 semaines, un parc d'attractions, le parc Astérix, annonçait la fermeture de son delphinarium. Une annonce, alors qu'une proposition de loi qui prévoit d'interdire la captivité des dauphins et leur participation à des spectacles a été discutée au Parlement. En septembre dernier, déjà, l'exécutif s'était prononcé pour la fermeture progressive des 3 delphinariums français, dont celui-ci à Planète Sauvage, à Port-Saint-Père, près de Nantes. Écoutez, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, c'était donc il y a 5 mois. Le gouvernement engage aujourd'hui un tournant majeur pour les animaux sauvages dans notre société. Fauves, éléphants, singes, dauphins ou encore visons, il est temps d'ouvrir une nouvelle ère dans notre rapport à ces animaux. Il est temps que notre fascination ancestrale pour ces êtres sauvages ne se traduise plus par des situations où on favorise leur captivité par rapport à leur bien-être. Et notre époque a changé. Elle est celle d'un rapport nouveau à l'animal sauvage. Aujourd'hui, je vous annonce la fin progressive de la présence de faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins. Et parmi les associations de défense des dauphins, One Voice et Cétacés, 2 structures qui militent pour la fermeture pure et simple des delphinariums. Avec quels arguments ? La réponse en images. Ok, et bien tout va bien. C'est bien, Ramel. Ouais. Pas question pour eux d'être accusés de maltraiter leurs animaux. Pour les responsables du parc animalier Planète Sauvage près de Nantes, un dauphin en captivité peut être bien dans sa peau, en bonne santé physique et psychologique. Un avis que ne partagent évidemment pas les associations de défense des animaux. Les dauphins ne vivent pas plus longtemps en captivité. Si on veut vraiment connaître les dauphins, il faut les découvrir dans la nature, il faut les étudier dans la nature. Parce que dans ces bassins de béton, où ils n'ont rien à faire de la journée, où ils sont obligés de se supporter les uns les autres, ce ne sont plus des dauphins. Ce sont des survivants, des captifs. On a un dauphin qui se frotte la tête contre une vitre sans arrêt. On en a d'autres qui se laissent flotter et qui tournent en rond toujours dans le même sens. Donc on montre à des enfants des dauphins qui ne représentent plus leur espèce. Et les tours qu'on leur fait faire ne correspondent en rien à ce qu'ils font dans la nature. Aucun. Il n'y en a aucun qui va aller propulser un humain sur son rostre, aucun qui va se propulser sur la caudale en arrière dans la nature. Le rôle pédagogique pour moi, à part leur montrer qu'on peut soumettre un animal, il est nul. Depuis la mort par asphyxie d'Aiko, un dauphin de Planète Sauvage à l'automne 2016, l'association One Voice et le parc se livrent une bataille juridique et médiatique sans fin. Les murs, ce n'est pas un concept pour les dauphins. Il n'y a pas de barrière dans l'océan. Donc c'est extrêmement difficile pour les mères d'élever des petits. Et après, ils leur sont arrachés. Et ce fut le cas de Aiko et de Galéo, qui sont nés au parc Astérix, qui ont été vendus par le parc Astérix à Planète Sauvage. Galéo a été très mal en point parce qu'il avait été pris par le groupe comme bouc émissaire, puis ce fut le tour d'Aiko qui en est mort.
29 septembre 2020, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili annonce la fin progressive des delphinariums, préférant l'idée de sanctuaires sous forme de bras de mer fermés. Mais le travail des associations de défense des cétacés est loin d'être fini. Et si Planète Sauvage tentait de créer un super delphinarium pour rester dans les clous? Un zoo ne pourra jamais, même avec un bassin 10 fois plus grand, proposer un sanctuaire de retraite à des dauphins captifs. Il faut que ça soit en mer. Donc effectivement, on a mis une pétition un petit peu préventive, on va dire, tant qu'on n'a pas de certitude, mais on interpelle déjà la ministre et on interpelle les militants pour éventuellement pouvoir se mobiliser. Selon un sondage IFOP de 2018, 70% des Français sont opposés au spectacle de dauphins. De quoi encourager les militants associatifs régulièrement sur le terrain. Trop, selon Planète Sauvage, qui réclame toujours 100 000 € de dommages et intérêts à l'association One Voice. La fermeture progressive de ces delphinariums, une victoire forcément pour ces associations, mais un coup de tonnerre pour ces delphinariums. Martin Boy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au delphinarium Planète Sauvage à Port-Saint-Père, près de Nantes. Avez-vous été consulté à un moment donné par l'État concernant cette fermeture? Pas du tout. On a appris comme tout le monde les annonces de la ministre, Madame Barbara Pompili, qui dit qu'elle a l'intention de mettre fin à notre activité, mais à ce stade, non, on n'a pas du tout été consulté. Est-ce que vous avez un calendrier? Rien du tout. Et c'est un problème, c'est-à-dire qu'effectivement, déjà, la question se pose du bien fondé de vouloir mettre fin à l'activité, et ensuite se posent tous les problèmes si ça devait arriver. Que deviennent notamment les animaux et quid de toutes les missions qu'on remplit qui sont de plus en plus soulignées comme indispensables au service de la biodiversité. Alors justement, votre credo, c'est de dire que les delphinariums permettent de mieux connaître et donc de mieux protéger les dauphins. Quelle est votre alternative, votre plan B à cette fermeture ? Nous, on est très mobilisés à pouvoir poursuivre notre activité. Ça va être conservation, recherche, éducation pour le large public. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici découvrir pour la première fois de leur vie comment vivent les dauphins, le fait qu'il y en ait sur nos côtes et les menaces qui pèsent sur eux. Donc pour nous, ça apparaît comme étant essentiel. Et ce n'est pas que nous. Il y a des organismes très reconnus internationalement qui disent que c'est indispensable qu'on puisse poursuivre ce travail. Donc cette annonce, elle nous semble un petit peu déconnectée de la réalité. Et pour la suite, nous, la main, elle est tendue, c'est-à-dire qu'effectivement, si le sort de ces animaux doit être un peu prisonnier de discussions idéologiques, il faut que nous, on arrive à convaincre qu'il faut ramener ça sur un terrain plus rationnel. Votre rôle de scientifique est-il reconnu ? Nos travaux sont publiés dans des revues qu'on appelle à comité de lecture, donc validées par la communauté scientifique. D'ailleurs, en ce moment, il y a une pétition d'une centaine de scientifiques qui dit ne surtout pas arrêter ces actions qu'on a. Et enfin, vous avez l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est ceux qui éditent la liste rouge des espèces menacées, donc c'est la plus haute autorité en la matière, qui dit qu'on ne pourra pas protéger les cétacés dans le milieu naturel sans l'apport scientifique de nos structures. C'est d'autant plus important, par exemple, qu'en France, on a jusqu'à 12 000 cétacés qui meurent prisonniers dans les filets des bateaux-usines. Un exemple concret. Le gouvernement évoque de futurs sanctuaires dans des bras de mer fermés pour accueillir ces dauphins. Bonne ou mauvaise idée ? Alors, pour l'instant, on entend parler de ces propositions assez régulièrement. Elles voient quasiment jamais le jour pour des raisons ne serait-ce que techniques. Un exemple tout bête, le zoo de Baltimore, en 2018, a annoncé qu'il allait mettre ses 7 dauphins dans un de ses enclos marins. Il faut bien parler de ce que c'est un enclos marin. Et là, ils ont annoncé que pour l'instant, ils abandonnaient parce qu'ils n'avaient tout simplement même pas trouvé un endroit où c'était possible. Ça pose plein de vrais problèmes. Nos côtes sont de plus en plus polluées, elles sont de plus en plus bruyantes, nos eaux territoriales, et il y a des législations qui sont en place sur la loi littorale ou autre, qui par exemple, on parle souvent d'un endroit à Grèce qui est amené comme une solution. Il est tout simplement impossible légalement de fermer un bras de mer en Grèce. Donc rien que ça prouve que le sujet n'a pas été préparé. Donc il n'y a pas ces alternatives-là. Et les quelques tentatives qui sont allées un petit peu plus loin, on se rend compte que pour les animaux, ce n'est pas du tout une amélioration du bien-être. Et ça pose des soucis très importants sur leur devenir. Et clairement, nous, on pense que ce serait les mettre en danger.
comment se mesure le bien-être animal d'un dauphin? Comment il s'objective? C'est des travaux scientifiques, encore une fois. On peut tous avoir un avis, une opinion, mais ce n'est pas ça qui va répondre à ces questions. Donc comment objectiver? On va aller regarder déjà l'état de santé de l'animal. Ça, c'est à la limite le plus simple. On peut peser l'animal et voir s'il fait un poids normal. Ensuite, c'est avec tout l'aspect comportemental. Est-ce qu'il y a une diversité, une richesse de comportement? Est-ce qu'ils ont des liens sociaux? Est-ce qu'ils se reproduisent? Est-ce qu'ils vivent la durée de vie qu'on leur connaît? Et tout ça, ces signaux-là, sont verts chez nous. Vos détracteurs n'ont pas de compétences scientifiques selon vous? Il y a beaucoup d'arguments, notamment dans les discussions à l'Assemblée ou ailleurs, qu'on retrouve en général sur les réseaux sociaux, et c'est un peu dommage que ça reste à ce niveau-là, qui se cognent à la réalité des études scientifiques. Un exemple tout bête et très symbolique, on dit que les dauphins dans nos structures ne pourraient pas utiliser leur sonar, l'écholocation. Alors qu'en fait, c'est là que ça a été découvert et que c'est là en ce moment que c'est étudié. Donc ils l'utilisent très très bien. Donc tant qu'on n'arrivera pas à passer à un niveau plus sérieux scientifiquement sur ces questions-là, effectivement on est prisonnier d'un débat idéologique et c'est bien dommage. Merci Martin Boy. Le respect du bien-être animal, plus qu'un simple effet de mode, une préoccupation ancrée au cœur de la société. Pourtant, au Puy du Fou, le célèbre parc d'attractions vendéen, d'anciens employés dénoncent des cas de maltraitance animale. En décembre dernier, nos confrères de l'émission Sur le Front ont recueilli ces témoignages et donné la parole à la direction. Regardez. Donc à côté de ça, on a les dromadaires qu'on voit apparaître au début du spectacle du Signe du Triomphe pendant la parade. Pour la préparation du spectacle, il y a une phase où on est donc obligé d'habiller les dromadaires pour leur mettre leurs apparats de spectacle. Il faut l'obliger à se coucher sur les genoux. Et pendant 3 ou 4 ans, on a eu une très vieille femelle qui s'appelait Pépita, qui souffrait d'arthrose et c'était avéré, mais on l'obligeait quand même systématiquement à chaque spectacle à se coucher sur les genoux et elle hurlait de douleur. Donc ça a duré pendant des années. Pour les mystères de Noël, ça s'appelait. Ces mêmes dromadaires étaient même mis sous calmant, somnifères, anesthésiants, pour les calmer, pour qu'ils arrivent sur scène. Donc on droguait les animaux pour qu'ils soient calmes face au public. Ce qui est vrai, c'est que les dromadaires se sont vus prescrire par un vétérinaire un médicament qui s'appelle du Vétranquil. C'est un tranquillisant. Ça n'est pas une drogue. C'est un médicament qui est homologué, qui est parfaitement légal. Et c'est un médicament qui avait pour objectif de diminuer le stress des animaux. Nous avons trouvé de nouvelles méthodes qui permettent aujourd'hui, et depuis 8 ans maintenant, aux dromadaires d'aller en scène sans aucun tranquillisant. Cette affirmation est réfutée par notre second témoin, Marion. Elle a également travaillé à l'animalerie du Puy du Fou pendant une dizaine d'années. C'est faux de dire qu'il n'y avait plus de Vétranquil après 2012. J'ai toujours vu le Vétranquil dans la pharmacie et en 2017, il a bien été utilisé sur les dromadaires et justement, ça avait fait polémique. Des actes de maltraitance plutôt présents dans l'imaginaire collectif chez des propriétaires d'animaux domestiques. Et ils sont très nombreux en France, ces animaux domestiques, 25 millions, ce qui fait de l'Hexagone le premier pays du genre à l'échelle européenne. Afin de prévenir ces scénarios, un projet de loi a vu le jour pour créer un fichier national des personnes condamnées pour mauvais traitement ou actes de cruauté envers les animaux. Mais la société civile également s'organise. Dans les Pays de la Loire, l'association Urgence Maltraitance Animale intervient directement pour protéger des animaux vulnérables et les placer en famille d'accueil. Nolwenn et Laetitia sont enquêtrices pour l'association Urgence Maltraitance Animale. Tous les jours, elles reçoivent des appels de personnes qui dénoncent des situations de maltraitance. Je vous appelle par rapport à votre plainte concernant un chien qui passe sa vie sur le balcon. Oui, le chien est toujours sur le balcon. Observer, faire une enquête de voisinage, confronter les propriétaires,
ce n'est pas toujours simple. En maltraitance, il faut qu'on puisse voir le maître et le chien, ou le chat, ou voilà l'animal. C'est une obligation. Si on n'a pas un visuel sur l'animal, on ne classe pas. On y retourne jusqu'à ce qu'on puisse voir l'animal. Là, on va dans un studio où il y a 3 chiens, dont 2 femelles qui sont gestantes. Les chiens ne sont pas sortis. Du pipi, du caca, a priori. On est là pour donner des conseils, on est là pour discuter avec vous, hein, voir ce qui se passe, etc. On n'est pas dans la répression. Nous, on est là pour discuter, vous donner des conseils, voir avec vous ce qu'il est possible de faire. On fait quoi? On fait quoi? Chérie, tu me dis, je suis pas tout seul à prendre la décision. Bah oui, vous faites moi, ça. tu là où ça me convaincre. Les gens, ils se rendent pas compte en fait de tout ça. Donc on a négocié le mâle, la maman, elle reste, les chiots vont partir, ils ont été placés par les gens. Et on a vu avec eux pour faire une visite dans 3 mois, voir si la chienne reprend du poids. L'association repart donc avec Rex. Amaigri, fougueux, ce jeune berger allemand de 3 ans a eu un début de vie difficile. Battu par son éducateur, il avait été récupéré par son actuel propriétaire. C'est parfois de la maltraitance par négligence, parfois de la maltraitance parce que les propriétaires n'ont pas les moyens. Parfois des gens qui pensent sauver les animaux, qui en accumulent et puis qui se retrouvent avec 6 ou 7 animaux et puis finalement ils n'ont pas les moyens de les soigner et de les garder. Je vous appelle pour voir, vous avez accepté de prendre un chien, un berger allemand en famille d'accueil? D'accord. En Loire-Atlantique et en Vendée, l'association a 400 familles bénévoles qui proposent d'accueillir des animaux temporairement. En 10 minutes, Nolwenn et Laetitia trouvent donc un foyer pour Rex. Bonjour. Voilà Rex. T'as vu ce que je t'ai ramené? Je vous ai ramené un peu de croquettes pour ce soir et puis demain. On est content d'avoir un chien. On sait que si on arrive à avoir un chien en famille d'accueil pour une association, bah après on pourra prendre peut-être un chien pour nous plus tard. Donc, et en attendant, c'est une bonne action. Donc voilà. On est toujours content quand il y a un animal qui est retiré et puis qui est dans une FA où il va être bien installé et tout se passera bien pour lui. Mieux pour lui. Parce que malheureusement, je pense qu'il n'a pas eu une vie toute rose jusqu'à aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Comme Rex, près de 600 animaux ont été retirés de leur foyer en 2020. Confrontés à des situations d'urgence, il est parfois difficile pour l'association de porter plainte. Pour les aider, cette avocate en droit animalier leur consacre 10% de son temps bénévolement. L'année dernière, elle a réussi à obtenir la condamnation d'une éleveuse qui était partie en vacances en laissant ses animaux enfermés. Donc là, vous voyez un Terre-Neuve avec un museau scotché pour l'empêcher d'aboyer alors qu'on l'a privé de nourriture et d'eau. Ici, vous avez une cage avec des lapins qui sont morts et qui sont en état de putréfaction, en plein soleil. Elle a été condamnée à 2 500 € de dommages-intérêts à verser à l'association. Néanmoins, l'association a dû récupérer une dizaine d'animaux dans un état catastrophique. Et donc, l'état catastrophique des animaux a nécessité des coûts vétérinaires et des frais vétérinaires exorbitants. Et donc, ça n'a absolument pas couvert le montant des frais vétérinaires. En matière de maltraitance animale, la peine maximale est de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende, une sanction rarement appliquée. En septembre dernier, l'association a récupéré une jeune chienne paralysée, battue par ses propriétaires. Là, je branche l'électricité, c'est une toute petite fréquence, pour contracter le muscle en fait, histoire de la remuscler. Voilà, donc le but maintenant, c'est de la faire tenir tranquille une demi-heure, ce qui n'est pas gagné. Émue par son histoire, Isabelle, infirmière à la retraite, a accepté de l'accueillir chez elle. Je savais que ça allait être difficile, qu'elle prend énormément de temps, parce que les soins le matin et le soir, il y en a pour 1h30, 2 heures quasiment. Plus le nettoyage de la maison, parce qu'elle est souvent incontinente. Donc ça prend beaucoup de temps en général, quoi. Vaut mieux pas être occupé à l'extérieur. En plus des soins, Isabelle emmène la chienne 2 fois par semaine chez le vétérinaire. On y va? On y va? Allez! Je laisse patienter là-bas, je préviens tout de suite ma collègue. Merci. Allez, tu viens? Viens, ma belle. Allez. L'idée, c'est d'apprécier si les réflexes sont présents, sachant que pour Miss Marilyn,
Notre objectif, c'est peut-être pas qu'elle remarche de façon normale, mais qu'elle ait au moins la capacité de se déplacer sans l'aide de personne, en fait. Dans cette clinique, le vétérinaire propose des séances de rééducation dans l'eau. Habitué à travailler avec des animaux maltraités, il prend le temps d'apprivoiser ses patients. À partir du moment où on a les clés, donc ça se discute aussi avec l'association, savoir dans quel contexte ils ont pu être avant, pour pas non plus les stresser. Sur un exemple tout bête, par exemple, ils ont été maltraités par un homme, à ce moment-là, va plutôt d'abord, progressivement, faire avec une femme. La confiance se crée vraiment petit à petit, on arrive à trouver des techniques, des astuces pour avoir un lien. Alors c'est vrai qu'avec Miss Marilyn, ça s'est fait très facilement, elle est vraiment adorable. Mais c'est vrai qu'il y a des chiens maltraités où c'est vraiment plus long, il faut plusieurs séances. Mais avec la patience, on y arrive. Pour Miss Marilyn, la rééducation sera encore longue. De longs mois pendant lesquels Isabelle restera à ses côtés. Au début, c'était beaucoup de pitié, maintenant c'est beaucoup d'affection. C'est pas évident de ne pas s'attacher parce que sa destinée un jour c'est de partir, d'être adoptée par quelqu'un. En attendant, Miss Marilyn peut continuer à avancer vers sa nouvelle vie, une vie bien méritée. Elle existe depuis 1845 en France, la SPA, la Société protectrice des animaux, et nous sommes dans l'un de ces refuges à Pornic avec la responsable de ce refuge, Leslie Linard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, une petite centaine d'animaux recueillis dans votre refuge. Certains d'entre eux ont été maltraités. Comment est-ce qu'on apaise un animal maltraité ? Alors effectivement, pour une minorité d'entre eux, certains de nos animaux ils sont issus de maltraitance. Toute l'équipe du refuge est là pour les remettre en confiance petit à petit, les réhabituer à certains gestes, à certaines attitudes et comportements à adopter. Donc c'est un travail quotidien. Quel est le profil des gens qui viennent adopter ici ? Les profils sont divers et variés. Vous avez des familles avec des enfants, vous avez des personnes âgées qui se sentent seules, vous avez des jeunes adultes qui cherchent un compagnon de sport. Vous avez, on reçoit de tout et tout le monde. Dans les 5 refuges SPA des Pays de la Loire, on a constaté l'an dernier une baisse des adoptions de 12%. Comment l'expliquez-vous ? Alors c'est vrai que cette année a été particulière et notamment avec les confinements, les gens n'ont pas pu se rendre comme ils le faisaient auparavant sur les refuges. Et effectivement, on a constaté une baisse des adoptions. Vous le déplorez ? Évidemment, parce que nos refuges sont toujours aussi pleins et les animaux abandonnés, il y en a toujours autant. Et effectivement, c'était une année un peu compliquée. Alors en revanche, il y a eu une hausse des abandons dans votre refuge. Vous avez recueilli plus de NAC, de nouveaux animaux de compagnie. Pourquoi ces animaux-là en particulier ? Alors, a priori, il y a beaucoup de familles ont accueilli chez eux ces nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, cochons d'Inde et autres, pendant le confinement, parce qu'ils avaient du temps, parce qu'ils se sentaient seuls, parce que voilà. C'était un achat un peu compulsif ? Effectivement, un achat compulsif, pas responsable, pas raisonnable. Et quelques mois après, fatalement, on se retrouve avec des abandons en masse de ces animaux-là. Ce sont des animaux très prisés, ces NAC ? Alors oui, mais toujours de la même manière et toujours de la même manière avec les autres animaux, chiens, chats. On essaie toujours de trouver des familles qui soient responsables, qui aient l'environnement et dont les attentes correspondent bien aux animaux qu'ils vont devoir accueillir chez eux. Vous donnez un certificat de sensibilisation à vos futurs maîtres pour les responsabiliser. Comment ça se passe ? Non, on va les accompagner dans leur choix. On va les accompagner ensuite après leur adoption pour les aider au niveau de l'adaptation de l'animal au foyer. On est là pour ça. Comment s'assurer que l'animal que vous allez donner en adoption va être bien traité ?
Alors on fait des contrôles post-adoption. Déjà en amont, on s'assure que l'animal qui va être adopté correspond bien aux attentes de ses adoptants et que l'environnement correspond bien aux besoins de l'animal. Et dans un deuxième temps, on va pouvoir contrôler chez les adoptants comment ça se passe. Si les adoptants ont des soucis particuliers d'adaptation, d'éducation, de comportement, et s'assurer que le chien ou le chat ou le lapin, le cochon d'Inde se trouve bien dans cette famille. Vous disposez d'assez de moyens pour contrôler efficacement tout le monde? Alors on a des délégués enquêteurs. Alors c'est vrai que les délégués enquêteurs au refuge s'occupent principalement des enquêtes maltraitance, mais assurent aussi les post-adoptions dans les familles. Merci, Leslie Je vous en Lina. prie. Autre secteur confronté à la problématique du bien-être animal, l'élevage et l'industrie agroalimentaire. Face à eux, une association adepte des coups médiatiques, L214, du nom d'un article du Code rural qui depuis 1976 consacre la sensibilité des animaux. Une association qui depuis toujours a compris la force de l'image. Des porcs entassés et maltraités par des salariés en région parisienne. Des vaches en Sarthe percées par un hublot d'une vingtaine de centimètres pour permettre un accès direct à l'appareil digestif. Des poulets vendéens élevés en batterie, déplumés, maladifs, se nourrissant de leur propre déjection. Des images dures destinées à faire réagir l'opinion publique et à dénoncer les conditions d'élevage et d'abattage des animaux que l'association L214 assume totalement. Quand on montre des images d'élevage intensif, d'abattoir, les gens qui regardent ces images, même si elles sont dures, reconnaissent que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, que c'est un travail important. Et ce dévoilement, quelque part, des modes d'élevage intéresse les gens. Parce qu'aujourd'hui, je pense que tout le monde est contre la maltraitance. Et montrer ce qui se passe dans les élevages, transport, abattage des animaux, c'est quelque chose qui est concernant. L'organisation compte 70 salariés et s'appuie sur 47 000 adhérents. Des militants jeunes, âgés de 18 à 35 ans, dont près de 60% sont des femmes. L214, c'est une machine de guerre en pleine expansion qui bénéficie de 4 à 7 millions d'euros de dons par an, aux méthodes parfois décriées mais très efficaces. Quand on a commencé l'association L214, il y a une dizaine d'années, il y avait plus de 80% des poules qui étaient élevées dans des cages en batterie, c'est-à-dire espace d'une feuille à 4 sur un sol grillagé. Et aujourd'hui, on est passé en dessous des 50%. Grâce aux engagements des supermarchés, grâce aux campagnes des associations de protection animale qui ont challengé les supermarchés, qui se sont engagés à ne plus commercialiser des œufs de poules en cage. La diffusion de ce genre d'images donne souvent lieu à des procès. Pas de quoi décourager les membres de L214 qui reçoivent des signalements quotidiennement. Salariés agricoles, intérimaires, vétérinaires ou simples voisins, les lanceurs d'alerte ne manquent pas, notamment en Pays de la Loire. Aujourd'hui, les Pays de la Loire, hélas, sont une petite Bretagne, on va dire, beaucoup d'élevage intensif, notamment sur les lapins, sur les poulets, sur les cochons aussi. Et ça fait partie aussi d'information, de la sensibilisation, de montrer qu'aussi dans les Pays de la Loire, on a ce type d'élevage-là. On a aussi des élevages intensifs qui se construisent ou qui s'étendent. Je pense par exemple en Vendée à Bournezeau, qui est un élevage où on va avoir une extension à 85 000 poulets par lot. Sur plus d'1 milliard d'animaux tués chaque année en France, au moins 850 millions, soit environ 8 animaux sur 10, seraient confinés dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur. L'élevage intensif qui reste donc majoritaire en France, même si la grande distribution, elle aussi, commence à modifier ses pratiques. Dernière illustration en date, les œufs de la marque Huche. Depuis l'an dernier, ils proviennent exclusivement d'élevage de poules pondeuses en plein air. Fini donc les œufs produits en batterie. Le bien-être animal, une prise de conscience, certes, mais également une question d'image et de communication. Le mode d'action de L214 et d'autres qui, en utilisant les réseaux sociaux très actifs, prend un peu à partie l'opinion et je dirais un moyen de faire prendre conscience à certaines entreprises de la réalité du sujet. Sur ce thème-là, c'est sûr, L214 maîtrise bien cet outil.
Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la question du bien-être animal est devenue un vrai sujet de société et surtout un sujet d'interrogation de la part de nos clients, consommateurs, qui sont aussi des citoyens. Donc nous avions déjà cette réflexion en tête et c'est vrai, malgré tout, que l'action de certains groupes, comme par exemple L214, nous a certainement mis un petit peu une sorte de pression pour aller plus vite. Malgré tout, cette amicale pression, nous l'avons modérée par le souci que nous avions de respecter également nos partenaires producteurs. Et c'est une profession qui ne roule pas sur l'or, donc il faut tenir compte également des contraintes économiques qu'entraîne ce genre de décision. Mais ce qu'on peut vous garantir, c'est qu'en 2021, un œuf U viendra toujours d'une poule élevée en plein air. Encore une fois, on le voit ces dernières années, ce sujet qui jusqu'à présent était quasiment ignoré par la grande distribution est aujourd'hui au cœur de ses préoccupations, et tellement au cœur de ses préoccupations que ça en devient même un argument de communication, un argument marketing. Et on se trouve justement chez l'un de ces éleveurs de poules pondeuses en plein air. Alors il ne travaille pas directement pour les magasins U, mais tous les mois il produit 40 000 œufs dans son exploitation, l'écoferme des 1001 pattes. Jocelyn Guedas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, ici, à Carquefou. Ça fait 3 ans que vous êtes installé. Le plein air, ça a toujours été une évidence à vos yeux? Alors oui, moi depuis que j'ai voulu m'installer, donc j'ai toujours voulu m'installer en bio, et donc le cahier des charges bio reprend le cahier des charges plein air avec en plus d'autres questions autour du bien-être animal et de l'alimentation bio aussi pour les poules. Donc toutes les poules, elles ont accès en extérieur minimum à 6 mètres carrés par poule ici. On n'en demande même pas tant en bio, mais on préfère faire plus que ce qui est demandé pour le bien-être des poules. Qu'est-ce que ça leur apporte, vous pensez, le plein air? Et les poules, on le voit, elles aiment gratter au sol, elles aiment chercher les vers, elles aiment remuer. Et puis même pour elles, pour leur bien-être, elles se bagarrent moins quand elles ont accès à l'extérieur. Elles ont moins de piquage. On voit que les poules, elles gardent plus longtemps leurs plumes quand on les laisse avoir accès à l'extérieur. Vous avez vu ces images d'L214 avec des poules élevées en batterie. C'est une manière de travailler que vous condamnez? Moi, c'est pas ma façon de faire. À une époque, on a poussé les agriculteurs à le faire. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont pu de leur temps. Maintenant, c'est moins une demande du public. On réussit, on sait comment produire de manière plus diffuse, plus étendue, avec moins de conséquences pour l'environnement. Donc, moi, je préfère cette solution-là, qui est meilleure pour les poules, meilleure pour le consommateur et meilleure pour l'éleveur aussi. Est-ce que le plein air, c'est plus de contraintes pour vous par rapport à un élevage de poules pondeuses en batterie? Alors évidemment, sinon tout le monde l'aurait fait en fait. Donc si les gens ils ont fait de la batterie, c'est que c'est beaucoup plus facile. Donc être en plein air, ça implique beaucoup de normes, beaucoup de matériel aussi. Il faut pouvoir contenir les poules, mais les protéger des prédateurs. Il faut entretenir le parcours pour pas qu'il soit de mauvaise qualité, qui pourrait amener des maladies. Et puis là, notamment dans le contexte de la grippe aviaire, ça nous a amené à de gros investissements et beaucoup de temps de travail, puisqu'on a dû installer, entre autres, des filets pour les protéger face à la grippe aviaire. Alors le plein air, c'est un choix militant, on l'aura compris. Est-ce que c'est plus cher également? Alors être en bio et en plein air, oui, ça coûte plus cher à l'éleveur et c'est pas pour être méchant avec le consommateur que les œufs ils coûtent un peu plus cher, c'est parce qu'en fait, nous derrière, on a plus de travail, plus de coûts. Le fait d'offrir cette surface-là aux poules, forcément, c'est des coûts en plus qu'on est obligé de répercuter sur le prix de l'œuf. Mais l'œuf, aujourd'hui, ça reste la protéine la moins chère du marché. Merci, Jocelyn Guedas, de nous avoir accueillis chez vous. Et figurez-vous que vos poules seront peut-être adoptées un jour. Partout en France, 40 000 poules chaque année sont adoptées. Des poules trop âgées, destinées à l'abattoir. Eh bien, elles finissent chez des particuliers. C'est bon pour éliminer une partie des déchets ménagers, pour produire des œufs, bien sûr, et pour créer du lien social. C'est un curieux cadeau que ces habitants de Haute-Saône ont reçu de leur mairie. Des poules rousses, dites fermières, trop âgées pour leur métier de pondeuse, proposées à l'adoption afin de les soustraire à une mort anticipée. Cette mère de famille en a pris 4. Ça va changer un petit peu notre quotidien quand même, je pense. Dans le bon sens. Dans le bon sens, ouais, on va pouvoir aussi profiter un petit peu des œufs. Et puis, réduire aussi nos déchets, je pense que
c'est aussi important. Une poule mange toute la journée, épluchures, poissons, viande, crustacés, restes de plats cuisinés. Elle tape dans le grillage. À la maison, l'animal que l'on dit craintif et routinier crée du lien social avec les enfants et pas seulement. La démarche permet de sauver des animaux qui autrement seraient vendus aux abattoirs pour 30 centimes. Un geste écologique résumé avec humour par cette adoptante. On leur a trouvé des super noms, Lucienne, Jacqueline et Henriette. On s'est dit que comme elles risquaient l'abattoir et que c'était un peu la maison de retraite ici, même si elles sont jeunes, on leur a donné des prénoms de mamie. En plus de rentrer dans les foyers français, la poule gagne ses lettres de noblesse en matière de zoothérapie. Dans cette EHPAD de Seine-Maritime, ce sont les résidents qui s'occupent des volailles. Une manière de leur permettre de continuer à s'inscrire dans le temps ou parfois d'entretenir leur mémoire. Il avait 150, je m'y connaissais. Et là, ça vous manquait? Oui, moi j'adore les animaux. Autre vertu, et pas des moindres, leur potentiel de séduction. On a des enfants qui reviennent voir leurs grands-parents parce qu'il y a un but de promenade. Et maintenant, on vient voir les poules en famille. Et ça, c'est super parce que ça lutte aussi contre l'isolement de la personne âgée. Une poule peut vivre jusque 10 ans et pondre plus de 1000 œufs au cours de sa carrière. C'est la fin de cette enquête de région. On se quitte en images avec ce concept insolite venu d'Allemagne, un cirque avec des animaux en hologramme. 30 ans que ça dure et le succès est toujours au rendez-vous. Très bonne soirée sur France 3. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'enquête de région.